Je prends mon air le plus sérieux pour dire aux uns et aux autres que le poisson que nous apprécions à sa juste valeur est l'objet d'une activité légale. En bon français, on appelle ça la pêche légale. Laquelle pêche légale est l'objet d'une concurrence déloyale. Et c'est là que ça devient problématique. Oui, c'est un drame auquel nous assistons. Et si on y prend garde, nous allons avoir un préjudice énorme sur le plan économique, sur le plan santé. Parce que des voyous à col blanc viennent ici au port de pêche où je me trouve. Et si je suis, c'est parce qu'il y a problème. Il y a problème parce qu'il y a danger à l'horizon. Ils opèrent sans aucun scrupule. Ils n'ont peur de rien sur le plan santé. Nous devons nous inquiéter. Parce que quelqu'un qui travaille de façon illicite, il n'a que faire des règlements d'un pays. Il faut qu'on en débatte. C'est pourquoi vous avez sur ce plateau 2 personnes de ressources de qualité. Mesdames et messieurs, au risque de me répéter, si je suis ici, au marché du port de pêche de Trècheville, c'est parce qu'il y a problème. Bonsoir. Il est 17 h et comme tous les soirs, Adrien, pêcheur expérimenté, vérifie les filets qu'il a posés ce matin au bord de la lagune. Mais aujourd'hui encore, comme les précédents, il n'y a rien. À peine quelques minuscules poissons, presque invisibles. Les grandes prises, celles qui nourrissent sa famille, ont disparu. Ce phénomène, il a observé depuis des mois. Les eaux se vident peu à peu et les poissons deviennent rares. Depuis quelle heure vous avez lancé le filet? Depuis 4 h du matin. Il est là maintenant de ramasser. Et ça, je suis en train de ramasser. Ah, il n'y a rien dedans même. Il n'y a rien eu. Vous le constatez, non? C'est possible que depuis 4 h du matin, vous n'avez plus rien à voir. Il n'y a rien eu, hein. Il n'y a rien eu. Ça dit, c'est comme ça. La pêche, c'est comme ça. Tu peux venir aujourd'hui et gagner quelque chose demain. Tu peux rien gagner. C'est dû à quelque chose? Non. Au fait, on peut dire que c'est la marée qui est morte. On peut dire ça comme ça. Les poissons se font rares et la lagune se tarit. L'État ivoirien a pourtant pris des mesures pour limiter la pêche dans certaines zones. Des périodes de suspension ont été instaurées pour permettre aux espèces halieutiques de se reproduire et aux populations de se régénérer. La dernière suspension a duré du 1er au 31 juillet 2024, mais cette décision n'a malheureusement pas arrêté les pillages. Adrien a respecté les mesures, mais les pêcheurs illégaux, eux, ont continué de sévir. Comme c'est la journée maintenant, je ne sais pas si c'est ça qui fait qu'il n'y a rien dedans. Pour les avoir là, c'est compliqué. Donc peut-être que je peux revenir la nuit pour jouer, pour voir si je peux avoir quelque chose. Les poches sont telles qu'elles est. Rien. C'est ça qui nourrit, avec ça je nourris ma petite famille. Hein. Malgré que ça ne marche pas, mais je me débrouille avec. La pêche illégale s'est intensifiée dans les zones interdites et met en péril le gagne-pain des pêcheurs consciencieux comme Adrien. Les embarcations non autorisées, souvent venues de pays voisins, sillonnent les rives, les lacs et les rivières ivoiriens. Munis de filets de plus en plus fins et de techniques de pêche non durables, ces pirates de l'eau exploitent sans vergogne les ressources halieutiques, bien au-delà des capacités naturelles. Ça a baissé. Ces dernières années-là, dernières 3 années-là, je constate qu'il n'y a plus beaucoup de poissons dans l'eau. Aujourd'hui, les conséquences sont évidentes. À la reprise de la pêche légale, après les périodes de fermeture, les poissons ne sont toujours pas au rendez-vous. Les stocks sont largement réduits et ceux qui respectent les règles se retrouvent dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins. Même constat au large du lac Koussou. Des armateurs sans scrupules envoient des pêcheurs désespérés piller les dernières zones poissonneuses. Ces zones riches en mâchoirons, tilapia et carpes sont désormais prisées par les pêcheurs illégaux. Nous avons embarqué avec les agents de la police pêche dans une mission périlleuse pour traquer ces bateaux pirates. Ces derniers, rusés et discrets, parviennent souvent à échapper aux patrouilles.
Monsieur, c'est vous, on appelle, non? Monsieur, je vous appelle, j'ai dit venez ici. Leur mode opératoire consiste à se rendre dans des zones reculées du lac où la surveillance est plus faible. La lutte contre cette pêche illégale devient un véritable jeu du chat et de la souris, avec des enjeux bien plus vastes qu'on ne pourrait l'imaginer. Lors de cette patrouille, les agents interceptent un pêcheur illégal dans sa pirogue. À son bord, des alevins, des poissons trop jeunes pour être capturés. Non, mais je veux dire, l'année passée même, tu n'as même pas pris la plaque 2024 là. Hein? Il est. Monsieur, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? C'est quoi tout ça là? C'est les alevins. Donc, je veux dire, je vais vous méloter. Ah, je vais vous méloter. Parce que tu n'es pas. Donne-moi ça là d'abord. Ouais, voilà. Donne ça ici. Montez ici. Montez d'abord. Montez. Montez. Faites vite. Qu'est-ce qu'il y a? Il prend des alevins. Uniquement que des alevins. Et tu fais quelle pratique? Barajuma Lubake. Non, Iko, encore. Barajuma Lubake, Gila. Tu fais quel travail? Kodula. Bobo Loa. Non, moi c'est pas beau, moi c'est pire. Kodula il est coupé. Non, il va Pêcher des alevins empêche donc les poissons de se renouveler et les stocks s'amenuisent à vue d'œil. L'impact sur l'écosystème aquatique est catastrophique. Ah, il prend des alevins mais il fait des pratiques illicites, ce qui est strictement interdit par la loi, l'utilisation de bambou dans l'eau. Et c'est très dangereux. Ça prend uniquement que des alevins, c'est-à-dire ces espèces-là. Ces espèces, c'est ça il prend. Et ces espèces, quand tu vas essayer de les éventrer, tu vas voir qu'il y a uniquement des mâles. Et les femelles autant pour moi. C'est des femelles qui portent assez d'œufs dans leur ventre. Et donc, ces poissons-là vont dans les bambous, dans les petits coins où il fait noir pour pouvoir déposer leurs œufs. Et quand ils rentrent, ils ne peuvent plus ressortir. Et c'est ça, ils prennent. On ne peut pas les prendre normalement. On ne doit même pas les prendre. On ne doit même pas les prendre et on ne doit même pas utiliser ces engins dans l'eau. Ce pêcheur est en infraction et il risque de lourdes sanctions. Amende conséquente allant jusqu'à 5 millions de francs CFA, confiscation du matériel et une peine de 6 mois à 1 an de prison. Voilà ce à quoi nous sommes souvent confrontés. Parce que le monsieur, il sait très bien qu'il y a des agents sur l'eau et quand ils viennent... Oh monsieur, je vous parle. Oui, mais tu... Donc, ils viennent sur l'eau sans d'abord leurs documents. Ils laissent ça à la maison. Il a ses documents, lui? Bon, on ne sait pas. Rien ne prouve. Quand on les prend comme ça, ils disent ouais, ils ont des documents sur eux, que ça y est au campement. Bon, le temps tu vas prendre ici pour aller dans leur campement, vérifier d'abord avant de revenir sur l'eau, faire ton travail, à ce moment-là, où allons-nous? De plus, il utilise des bambous, des pièges illégaux qui emprisonnent les poissons femelles en gestation, perturbant gravement la reproduction des espèces. C'est bambou. Le poisson, bon, le bambou étant dans l'eau, l'intérieur, il fait tout à fait noir. L'intérieur, il fait noir. Et le poisson que vous avez vu tout à l'heure, les chrysotiches. D'après les estimations, cette pêche illégale représenterait plusieurs millions de tonnes de poissons, soit un quart du tonnage total de la pêche nationale. Le commerce sauvage de ces ressources a pris le pas sur les règles et les lois, menaçant sérieusement l'équilibre écologique des eaux douces ivoiriennes. Là où il devrait y avoir une régénération naturelle, ce sont des méthodes destructrices qui prévalent, mettant en danger l'ensemble du secteur. C'est une pratique très illégale. Voilà, c'est très illégal en tout Parce cas. que c'est pas du tout bon. Dans nos métiers, on n'accepte pas ça. En fait, Et les pêcheurs le savent? Les pêcheurs le savent très bien. Puisque avant qu'ils ne viennent sur l'eau, on leur dit ça d'abord. On leur donne tout ce qui est illégal, tout ce qui est prohibé. On leur donne la liste. Et même, ils disent qu'ils ont compris. Et dès qu'ils arrivent sur l'eau, ils font le contraire. Ce qu'on n'a pas voulu, c'est ce qu'ils font sur l'eau. Et donc, il faut lutter contre ça. Il faut beaucoup lutter contre ça. Sinon que l'eau ivoirienne risque d'être vraiment très pauvre en produits halieutiques. Si la situation perdure, les espèces entières risquent de disparaître.
met en péril non seulement la biodiversité locale, mais aussi la survie de milliers de familles de pêcheurs qui dépendent de ces ressources pour leur subsistance. Le combat contre la pêche illégale est désormais une urgence nationale. Pour la police pêche, les contrôles se multiplient, même auprès des pêcheurs qui semblent être en règle. Voilà là. Nous vérifions les mailles. On a très bien dit 3 doigts et demi, mais ici c'est 2 doigts et demi. Donc monsieur, vous êtes en infraction, ça là on doit saisir. Où est 2 doigts là? Oui, c'est ça, c'est 2 doigts et demi. Attends. Ça c'est 2 doigts et demi, ça c'est pas 3 doigts. Attends. Ça là c'est 2 doigts. Oui. Ça là, ramasse. Tout ça là c'est 2 doigts. Oui, mais on demande 3 doigts et demi. Mais qu'est-ce que tu attrapes quoi? Regarde-toi, tu as tes petits doigts là, tu dis c'est 3 doigts. Mais ça là, c'est quoi? vous dites j'ai petit doigt, ce qui veut dire. Ça... jusqu'à là, même là. Ça devient... Non, tu es en train de déchirer. Déchirer comment? Monsieur. Un vrai. Faut pas t'amuser comme ça. Monsieur, et puis... Attends d'abord. Monsieur, calmez-vous. Bon, je suis calme. Je dis calmez-vous. Je suis tranquille. Est-ce que vous êtes normal? Les mailles des filets de ce pêcheur sont trop petites et favorisent la pêche interdite des alevins. Le temps monte, l'homme est récalcitrant. Il refuse catégoriquement de coopérer avec les forces de l'ordre. Son comportement défiant la loi illustre à quel point certains pêcheurs, accablés par la précarité et le manque d'alternatives, sont prêts à mettre en jeu leur liberté pour quelques prises supplémentaires. Votre filet, on demande 3 doigts et demi. Mais quand je vérifie, c'est 2 doigts et demi. C'est déjà vérifié. C'est déjà vérifié. Vous pouvez le constater. Nous avons ici 2 doigts et demi. 2 doigts et demi. Voilà, 2 doigts et demi. 2 doigts et demi, c'est pas bon. Donc quand c'est comme ça, c'est pas autorisé. C'est pas autorisé. Bon, vous pouvez les prendre. Vous avez déjà mangé chez toi ou ok, donc allons chez moi, tu vas manger. Allons, tu vas manger chez moi. Ma femme va te recevoir. Voilà. Sans réelles alternatives économiques pour ces pêcheurs, la tâche des autorités devient encore plus ardue. Confrontés à des populations déjà vulnérables et souvent déconnectées des enjeux environnementaux, ces alevins finissent par se retrouver sur les étals des commerçantes, comme ici au marché de Yamoussoukro. Sous pression des pêcheurs illégaux, ces dernières se voient souvent obligées de les acheter avant de pouvoir se procurer de plus gros poissons. Les commerçantes qui doivent satisfaire leur clientèle se retrouvent à acheter des produits en violation des normes, contribuant ainsi à alimenter ce commerce destructeur. Arrivé au bois là, on voit poisson pour mettre gros à part, petit à part. Et un monsieur dit que si on n'a pas pris petit là, gros on ne donne pas. Sur la petit ça garde l'argent. Bon, gros là, souvent il y a un client qui demandait, on veut gros poisson. On prend pour la donner aussi. Il y a un client qui vient et dit petit aussi, on prend petit aussi pour donner. Ça dépend. C'est gros qui me donne beaucoup d'argent. Pour les clients, ces petites prises sont rentables, car elles sont vendues à des prix attractifs. Poisson là c'est doux, petit là c'est doux, puisque c'est poisson de eau douce. Quand on vient aussi là, la vieille, en tout cas elle nous arrange. Elle sait bien son poisson. Moi je vends à l'école primaire. En tout cas poisson là c'est très bon, puis c'est doux. On vient acheter avec la vieille, on va revendre. En tout cas on s'en sort. On gagne un peu. Comme ça là, il n'y a pas de chance qu'on trouve de gros humains. Si, on peut en avoir. Vous êtes sûr? Oui, on est sûr. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent. On paye petit pour se débrouiller. Ceux qui ont l'argent aussi, quand ils viennent là, ils payent ce qui est gogo. Et puis c'est naturel. En tout cas, c'est bon. Est-ce qu'il ne faut pas attendre que les petits poissons là grossissent plutôt que bon, on peut attendre, mais si le jour on pêche que c'est petit, tu sors. On va faire comment? On prend ça pour se débrouiller. Donc le jour aussi gros sort, on prend ça aussi pour se débrouiller. Derrière cette apparente économie pour le client, se cache un problème de taille. Si cette situation perdure, les stocks de poissons risquent de s'épuiser. Les gros poissons deviendront de plus en plus rares et cela mettra en péril la disponibilité de produits frais sur le marché. Les commerçants et les clients, pris dans ce cercle vicieux, devront tôt ou tard faire face aux conséquences d'une exploitation illégale et insoutenable des ressources halieutiques.
De retour sur le lac Kossou, la traque aux pêcheurs illégaux reprend dès les premières lueurs du matin. Une nouvelle équipe de la police pêche prend le relais. Les patrouilles se multiplient et elles sont souvent menées avec des moyens précaires, ce qui complique leur efficacité. Nous avons loué, c'est une embarcation que nous louons avec des pêcheurs, voilà, pour pouvoir faire ces missions-là, puisque nous-mêmes nous n'en avons pas. Donc à chaque fois on est obligé de louer pour pouvoir faire nos patrouilles. Et ça nécessite beaucoup de coûts, hein. Mais il n'y a même pas de subvention. On est obligé de nous-mêmes prendre notre argent pour pouvoir encore payer, vraiment louer l'embarcation et pouvoir effectuer vraiment ces différentes missions-là. Vous voyez un peu. Donc chaque jour, je peux dire que nous sommes sur l'eau. Il faut louer à chaque moment. Dans une embarcation de fortune, les agents repèrent un pêcheur suspect. À peine aperçoit-il les forces de l'ordre qu'il met immédiatement son moteur en marche et prend la fuite. Comme ça, pour lui dire, voilà. Vous allez voir que cette eau, peut-être qu'il n'a pas des engins de pêche réglementés et peut-être qu'il a aussi sa prise de petite taille. Voilà, donc on va essayer d'aller vers lui. Voilà, c'est le quotidien, hein. Voilà, parce que quand on les interpelle comme ça, qu'ils ne veulent pas s'arrêter, ça veut dire qu'ils n'ont même pas de documents, ils n'ont rien. Et puis les engins avec qui ils utilisent pour pêcher sont des engins prohibés. Et donc, comment on appelle ça, ils ne veulent pas se faire prendre. Donc du coup, ils vont vouloir faire comme s'ils n'ont pas entendu. Et nous allons essayer d'aller vers lui quand même. Voilà. Faites le signe pour qu'il puisse... Voilà. Vous voyez, il entend le fuir comme ça. Vous voyez, il nous a vu venir, donc vous voyez, il entend le... Voilà. Voilà, vous voyez. Vous voyez, il ne va pas vouloir tempérer, hein. Voilà, il entend de partir. Il fuit comme ça, mais bon, à cause aussi de la navigation, nous ne pouvons pas trop propulser à cause des cailloux et bois pour ne pas se faire vraiment casser la pirogue. Donc on est obligé de faire doucement, doucement, parce que si c'est une zone où il y a assez de bois et de cailloux. Il est évident que l'homme tente de semer les patrouilles, pressentant les conséquences de ses actions. Les policiers réagissent rapidement, mais ils savent que la tâche sera difficile à cause de la faiblesse de leur matériel. Il ne va pas le rattraper à cause des bois là. Bon, vous voyez, il va pas s'arrêter. Il va pas s'arrêter, mais à cause aussi, comme je le dis, des bois et les cailloux, si on force, peut-être on va aller aussi casser la pirogue. Et donc, du coup, on est obligé de le laisser. Puisqu'on n'était pas proche de lui, si on était proche de lui, on pouvait quand même essayer de le rattraper. Ce genre de réfractaires, c'est souvent des pêcheurs locaux. Ce sont des pêcheurs locaux, oui, ce sont des pêcheurs locaux, mais qui n'ont aucun document. Qui n'ont aucun document et qui utilisent les engins qui sont proscrits. Voilà, et donc ils utilisent les mêmes engins, même vous voyez, pour faire des pêches vraiment aux poissons de petite taille. Donc du coup, quand ils nous voient sur l'eau, comme je l'ai dit dans la matinée, ils savent qu'on a loué la pirogue, donc l'alerte est déjà lancée. Donc ils sont sur les qui, dès qu'ils nous voient déjà, ils savent que c'est nous qui venons et puis en même temps ils mettent. Et nous, on ne peut pas essayer de les poursuivre parce que si on le fait aussi, on risque de casser la pirogue. Et puis bon, vous allez voir, ça va commencer à couler. Bon, ça va créer d'autres situations vraiment. Et donc pour éviter le pire, on oublie souvent de les laisser. Et puis bon, voilà, faire demi-tour. Le moteur de leur pirogue, bien moins puissant que celui du pirate, peine à suivre le rythme. Le bateau de l'homme s'éloigne rapidement. Les aleutes, malgré leur détermination, se retrouvent incapables de rattraper leur proie. L'écart se creuse et en dépit de leurs efforts, l'homme prend de l'avance, se dirige vers une zone moins surveillée du lac. Donc la pirogue à tanker, de toute façon, on n'est pas stable. Mais on ne peut pas dire qu'on ne va pas le faire. On est obligé. Et surtout quand c'est comme ça, il y a des souches qu'on n'arrive pas à voir. Donc du coup, la pirogue peut traverser ces souches-là. Et puis souvent, on a des cas d'ouverture qui fait que la pirogue vraiment tend à absorber assez d'eau. Et donc vraiment, comme je le disais tantôt en amont dans mes propos, vraiment, il fallait que vraiment le gouvernement, l'État, vraiment, surtout nos décideurs puissent penser vraiment à nous trouver vraiment des moyens adéquats, le B.A.B.A. pour pouvoir vraiment faire cette mission-là. Comment vous y arrivez quand même à lutter contre la pêche clandestine avec tous ces moyens-là qui... Bon, on le fait avec les moyens de bord que nous avons. C'est vrai, bon, il n'y a pas assez de moyens, mais il faut que vraiment on puisse faire, puisque nous avons déjà pris l'engagement de faire ce travail-là. On ne peut pas laisser
quels que soient les moyens, on essaie de faire avec un peu, voilà, juste pour pouvoir vraiment parvenir à vraiment contrôler, surveiller un peu le plan d'eau. Dans sa fuite, le pêcheur pirate s'aventure dans une zone où les obstacles sous-marins, comme des troncs d'arbres immergés, sont fréquents. Les agents de la police pêche savent que ce passage est particulièrement dangereux, mais ils n'ont pas d'autre choix que de tenter de le suivre. Le risque de chavirer est omniprésent. À chaque instant, l'eau monte dans leur pirogue et les halieutes doivent pomper l'eau constamment pour éviter de sombrer. Donc, vous voyez, il est en train de vider à chaque moment, comme je le disais, il est obligé de vider l'eau. À chaque 5 minutes, nous devons vider l'eau. Donc, vous voyez un peu, ça rend un peu la navigation encore plus compliquée. La situation devient de plus en plus tendue. Le manque de moyens et la faiblesse de leurs équipements rendent chaque manœuvre risquée. Les halieutes n'ont que leur détermination pour lutter contre la pêche illégale, mais sans une véritable révision des ressources et des équipements, ces traques semblent vouées à l'échec. Le combat contre les pirates des eaux douces est loin d'être gagné, et tant que les conditions restent aussi difficiles, les chances de succès demeurent limitées. Sur la terre ferme, des agents de la police pêche prennent le relais. Un pêcheur vient d'accoster, visiblement nerveux. Il tente de dissimuler ses prises, mais les policiers sont rapides et l'interceptent. À l'intérieur de ces filets, qui possèdent des mailles beaucoup trop petites, interdites par la réglementation, se trouvent près de 5 kg d'alevin, des poissons trop jeunes pour être pêchés. C'est un véritable gâchis. Il n'y a pas eu d'amélioration malgré la fermeture de la pêche. Et voilà des alevins que nous venons à peine de saisir. Voilà. Au moment même on est arrivé, voilà que le pêcheur a essayé de s'enfuir. Voilà. On l'a appréhendé, mais lui il est parti. Mais c'est les alevins que vous constatez là. Vous venez de les constater. Voilà, on a fait notre saisie. La pêche non déclarée est également considérée comme illégale. Il arrive que les pêcheurs illégaux évitent les zones de débarquement officielles, ce qui entraîne l'absence de déclaration de leur capture. Parce qu'il ne veut pas changer. Son filet là, à chaque fois on lui demande d'envoyer, il dit non, c'est franc pris pour aller sur l'eau. Non, telle personne a pris pour aller pêcher. À chaque fois c'est la même histoire avec lui. Aujourd'hui là, on saisit et puis on s'en va l'attraper. Où on va terminer là, peut-être que on ne sait pas, mais aujourd'hui là ça ne va pas rester comme ça. À chaque fois c'est la même chose. À chaque fois, la fois des noms, on l'a attrapé ici le matin. Toute sa pirogue était remplie d'alevins. Il n'y a même pas de gros poissons dedans. Tout est comme ça. Et même moins que ça. Et on retrouve ces poissons-là sur le marché, tu vois? Oui, parce que parfois, nous, vers 15h, 16h, nous quittons le bord. Tout, la pêche est arrêtée et puis nous rentrons à la maison. Et quand c'est comme ça, ils viennent là, ils ont les mareuses là, ils s'appellent et puis se trouvent quelque part, ils se donnent et puis ils rentrent ça sur le marché. Le pêcheur, bien qu'il soit pris en flagrant délit, semble indifférent aux conséquences de ses actes. Cette capture illégale aggrave encore la situation, car elle empêche le renouvellement des populations halieutiques. C'est un cycle de destruction qui se perpétue à cause de la pêche irresponsable. Ai-je besoin de vous le rappeler, nous sommes venus parler. Oui, nous sommes venus toucher du doigt donc les difficultés auxquelles font face donc des travailleurs ivoiriens. Ce sont des pêcheurs, ils ont décidé de travailler de façon légale. Sauf, ils sont dans une situation tellement catastrophique qu'on se doit de faire le tour de la question sans faux fuyant. Nous sommes en plein cœur du marché du port de pêche. Monsieur Abdou Kofi, vous êtes secrétaire général du syndicat national donc, des halieutes de Côte d'Ivoire. À côté, nous avons M. Koulibaly Abdraman, vous êtes directeur exécutif de l'Interpêche, par ailleurs DG de la SDMG, Société des mareyeurs grossistes. Ce dont il est question ici, c'est d'intensifier la lutte contre la pêche illégale. Je veux dire que, comment vous faites et quels sont les défis qui se présentent à vous? Il faut d'abord connaître c'est quoi la pêche INN. Nous écoutons. La pêche INN, il faut attendre par là la pêche illégale, non déclarée et non réglementée. Illégale parce qu'il y a certains qui ne sont pas autorisés à faire la pêche
qui s'invitent dans le milieu. Non, c'est illégal. Non réglementé, il y a certains qui n'ont pas, c'est-à-dire que qui pêchent, et quand ils prennent leur capture, ils dévient la voie officielle pour faire passer leurs produits. Et illégal, non réglementé. Et en dernière position, il faut dire que c'est là où nous intervenons. L'État, voyant tout ce danger, a décidé de mettre à la disposition de nos opérateurs des gens formés par l'État, que j'appelle la police des pêches. Il faut attendre par là les alioutes de Côte d'Ivoire qui nous sommes. Donc nous sommes chargés d'assainir ce milieu, qui est très sale d'ailleurs. Vous êtes chargé d'assainir ce milieu, mais c'est quoi les conditions que vous créez? Quelles sont les dispositions que vous prenez pour assainir justement ce milieu? Dire que nous prenons des dispositions, c'est un peu aller loin. Nous faisons des plaidoiries au niveau de notre tutelle pour qu'on nous donne des moyens pour faire face à la dangerosité de cette pratique qui est la pêche INN. Et quels sont ces moyens que vous attendez de l'autorité? Il faut dire que nous sommes chargés de faire la sensibilisation et la répression. Et quand vous finissez de sensibiliser, il faut passer à la répression. Nous n'avons aucun moyen de répression et depuis 2021, pour ne pas 2022, nous sommes entrés en discussion avec notre cabinet. Nous avons discuté. C'est vrai, il n'y a pas eu de franc jeu, mais au jour d'aujourd'hui, notre dossier se trouve dans la main de la ministre d'État, ministre de la fonction publique, pour trancher la question des alioutes. J'aurai le temps de revenir sur la question dont on parlait, parce qu'à propos introductif, vous avez dit comment fonctionnent et comment opèrent donc ces pêcheurs illégaux. Et aujourd'hui, vous parlez de plaidoyer auprès des autorités depuis 2022. Vous avez quelques pistes de solutions, mais en attendant, eux, ils continuent d'opérer, au vu et au su de tout le monde. Moi, je voudrais m'adresser donc à M. Koulibaly Abdelrahmane, directeur. Vous venez de l'écouter, la situation est plus que grave. Il faut qu'on vous explique pour que vous puissiez comprendre. Et moi, je veux comprendre, c'est pour ça que je suis là. Pour mener une activité d'armateur, il faut avoir accès à une licence pour pouvoir faire la pêche. Parce que quand on parle de la pêche illégale, il faut situer les responsabilités. L'État ivoirien donne ce qu'on appelle une licence de pêche à chaque pêcheur pour pouvoir aller sur l'eau. On ne peut pas qu'un pêcheur, en réalité, il jette son filet. La pêche étant aléatoire, mais les poissons qui rentrent dans le filet, ce n'est pas lui qui les choisit. Ce n'est pas lui qui les choisit. Mais quand il retire son filet et qu'il y a des poissons qui ne sont pas, dont les tailles ne sont pas indiquées pour la consommation ou du moins pour la commercialisation, normalement, s'ils ne sont pas morts, ils sont censés les remettre à l'eau. S'ils sont morts, ils doivent les déclarer. Il a parlé de pêche non déclarée. Et effectivement, si les gens ne déclarent pas, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui ne font pas leur travail. Non, non, si les gens ne déclarent pas, ça veut dire que les gens ne font pas. Qui font? Quels sont ceux qui ne font pas leur travail? Les lieux de débarquement sont indiqués. À Abidjan ici, ou du moins à l'intérieur du pays, lorsque les gens vont à la pêche, quand ils reviennent, il y a un lieu où ils débarquent le poisson. Et différents services ont leur représentation pour pouvoir contrôler les tailles et la qualité du poisson qui va venir sur le marché ici. Disons-le tout net, il y a quelque chose qui ne va pas dans ces services compétents. Le travail n'est pas bien fait. Parce que je veux dire qu'au-delà de l'aspect économique, il y va de la santé des populations. Parce que ce poisson-là, il est censé être consommé, donc il doit être vérifié, s'il ne répond pas aux règles, ainsi de suite. Je veux dire que quand vous dites que si les gens arrivent à fonctionner de cette façon et que jusque-là, ils opèrent sans peur, c'est qu'il y a quelque part, il y a une pièce dans le puzzle qui ne marche pas. Normalement, vous devez vous baser sur des statistiques pour pouvoir dire qui continue. Il doit y avoir des statistiques, mais on ne peut pas dire comme ça qu'il y a des gens qui continuent d'opérer pendant qu'on n'a pas de statistiques. Est-ce que vous avez des statistiques du ministère des Ressources animales et halieutiques? Est-ce que vous avez des statistiques de la direction des pêches? Est-ce que vous avez des statistiques des services qui ont compétence à la matière pour pouvoir en parler? Basons-nous sur ça, donnez-nous des statistiques pour qu'on puisse mieux orienter le débat.
Parce que ne disons pas que les gens continuent d'opérer sans preuve. On est ici, là, c'est pour ça. Hein. Oui, mais nous, on veut avoir... Donc, non, vous voulez me dire aujourd'hui que personne n'opère, que toute l'activité est normale. C'est pas moi qui l'ai dit. Quand je commençais à parler avec le monsieur il fait partie d'un syndicat. Il fait partie d'un syndicat, je suis d'accord avec lui. Aujourd'hui, avec la mise en place de l'interprofession, nous avons eu plusieurs séances avec des organismes internationaux. Avant qu'on arrive à la séance de travail, monsieur Adou, monsieur Koulibaly dit qu'il faut qu'on lui donne des preuves. Donc ce que vous dites là, il n'est pas du tout d'accord avec ça. Je tenais encore à vous dire merci pour cette occasion que vous nous donnez aujourd'hui de parler de la pêche. J'allais être très à l'aise si j'étais en face de notre cabinet ou bien d'une personne de ressources de notre cabinet. Mais ce n'est pas grave, c'est l'image que le ministère est en train de nous présenter et que nous voyons. Je suis à Lyout, moi qui suis en train de vous parler. J'ai été formé pour de la production du poisson jusqu'à dans vos assiettes. Moi, j'ai été formé pour ça. Je suis à Lyout. Et nous faisons la police des pêches. Mais je suis en face de quelqu'un qui parle d'interpêche. Nous sommes dans un état de droit. Interpêche, je ne sais pas s'il a un décret de reconnaissance du président de la République dont je n'ai pas connaissance. À ma connaissance, non. Donc, on parle de quelle interpêche? On prend des pères de famille pour les brandir partout et les montrer comme des fruits d'une organisation. Peut-être c'est le Mira nouvelle version. C'est le Mira nouvelle version. Sinon, ce monsieur, je ne le connais pas. Moi non plus, je ne vous connais pas. Pour le connaître, il faut un décret qui reconnaît l'interpêche. Je ne le connais pas. Il a parlé de la direction des pêches qui est dirigée par le colonel Bina. J'ai dit bien colonel Bina. Moi, je suis à Lyout, je suis au projet Pro Aquacole et nous sommes chargés de faire la sensibilisation et la répression et l'encadrement des aquacultures en Côte d'Ivoire. Nous sommes, à peine vos équipes sont allées sur le terrain, à peine nous avons des si je peux appeler ça pirogues ou bien hors-bord ou bien des vedettes pour faire notre travail. Même des gilets de sauvetage, on n'en a pas. Bon, de quoi parle le monsieur? Je ne sais pas, je suis perdu. Je suis perdu, je ne sais pas quel poste il occupe au niveau du cabinet. S'il peut préciser toutes les informations dont il a besoin, je vais lui le fournir. Oui, allez-y, monsieur Abdouma. S'ils n'ont pas de moyens, nous on ne travaille pas dans leur service. Je ne suis pas censé en parler. Moi, je parle de la pêche illégale. Maintenant, lorsqu'il définissait la pêche illégale tout à l'heure, il y a un pan qui parle de la pêche non déclarée. D'accord, je vais parler de la non-déclaration et puis donner, si ça ne vous dérange pas, rien ne me dérange, je suis là pour être informé. La parole à un pêcheur qui est notre représentant au niveau de l'économie bleue. Au niveau de l'économie bleue, qui va vous en dire plus. Mais parlant de la pêche non déclarée, ça existe. Puisque ça est dans la définition de la pêche illégale. La pêche non déclarée, ça existe. Pourquoi je dis que ça existe? Il a dit quelque chose qui est vrai. Lorsque les gens vont à la pêche, qu'ils arrivent, souvent ce ne sont pas les lieux de débarquement indiqués qu'ils utilisent. Ils se détournent de ces lieux de débarquement-là pour se retrouver ailleurs. En ce moment, cela existe. Et des mesures sont en train d'être prises parce que nous avons écrit au district d'Abidjan pour que les lieux de débarquement illégaux soient fermés. Alors, M. Adou, vous qui êtes donc à la tête de ce syndicat-là, vous collaborez comment avec les autorités compétentes? Parler de collaboration, je vous ai dit de suite que cette histoire de pêche INN est tellement devenue une gangrène et un sérieux problème pour le pays. Ça fait perdre des milliards à l'État de Côte d'Ivoire. Et pour ces milliards, ces pêcheurs, je pense que j'ai des marieurs aussi derrière moi. Nous allons rentrer dans les chiffres pour permettre à tout le monde d'être à l'aise. Allez-y. Puisqu'on a l'impression, comme je le dis, c'est l'image que le ministère est en train de présenter. Je ne sais pas comment il a été capté pour être sur le plateau. Donne-moi le papier là. Vous voyez les tasses que nos acteurs payent. Au niveau de la pêche maritime, pour les pirogues nationaux, c'est 25 000 francs pour une pirogue.
Pour les non-nationaux, c'est 50 000 francs pour une pirogue. Pour les vedettes, ça va de 900 000 à 1,5 million. Et nous avons délivré plus de 2600 en 2024, l'année passée. Pour les licences de pêche, continentale, au niveau national, c'est 5 000 francs. Non nationaux, c'est 20 000. Les tonniers, le prix, c'est de 50 millions à 150 millions l'année. Les chalutiers, pour les étrangers, c'est de 7 millions à 3 millions. Et hormis ça... Toutes ces taxes-là, vous les payez où? Ce sont les acteurs eux-mêmes qui devraient parler de ces taxes. Le ministère des Ressources animales et halieutiques a pris des dispositions pour définir désormais les distances de pêche au plan national, pour éviter ce pillage de nos eaux. Mais vaut mieux tard que jamais. C'est à la suite de cette disposition-là que le repos biologique a été initié à travers les différentes pêcheries. Ce sont des dispositions qui commencent maintenant. Il nous faut en moyenne 3-4 ans pour pouvoir faire un bilan, pour voir est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. Ma préoccupation, c'est que quelqu'un ne peut pas payer tout ça, ses licences, lui, il a accès à l'eau, et d'autres ne payent même pas ça. Et ils ont aussi accès à cette eau et ils font ces activités. Est-ce que ce que je dis là, c'est faux ou c'est vrai? Vraiment, c'est la première fois que j'entends ça. Que j'entends qu'il y a des pêcheurs qui vont faire la pêche dans nos eaux et qui n'ont pas d'autorisation, qui n'ont pas de licence pour y aller. C'est pas possible. Monsieur Adou. C'est pas possible. Ok, merci. Voilà pourquoi j'ai dit je suis un peu mal à l'aise parce que l'image que le ministère est en train de nous présenter est un peu grave. Vous savez, excusez-moi, un peu grave parce que dites-lui de ne pas parler un peu grave. Essayer de m'insulter parce que s'il continue. Je ne vous insulte pas. Je ne sais pas en qualité de qui mais vous prenez la parole. On parle de pêche INN. Oui, mais monsieur Adou, pêche INN, ça m'a invité sur ce plateau pour être un peu civilisé. Oui, je suis d'accord avec vous. On se calme. C'est pas toi qui as invité les gens, tu n'as pas besoin de savoir pourquoi je suis ici. Il a été invité en connaissance de cause. Allez-y, monsieur Adou. Respectez les gens. Je reviens sur ma question. Oui. J'ai dit, moi, j'allais être très à l'aise si c'était une personne de ressources du ministère qui était assis là. Oui, mais je vous rappelle que nous, on a invité le ministère. OK. Le ministère viendra. OK. Pour l'instant, il n'est pas encore là. Il n'y a pas de souci. Donc, je précise, hormis ces taxes, il y a 4 francs qui est prélevé sur tout ce qui est débarqué au port d'Abidjan ici, au niveau du poisson. 8 francs pour la viande. Et rassembler tout ça, le mareyeur vient de dire qu'eux, ils payent SICOSAB. SICOSAB, c'est un service du ministère. Nous, le bras opérationnel du ministère, on n'a pas de moyens pour travailler. On fait face à cette dangerosité de cette affaire de pêche INN. Et vos services ont constaté ça sur le terrain. On n'a même pas de vedettes, ni de pirogues, ni de moteurs, même des gilets. C'est nous, le bras opérationnel du ministère. La police de pêche, les alliés de Côte d'Ivoire. Bon, je retrouve en face de moi des gens qui parlent du ministère et qui font référence à la marine. Allez. Pro-surveiller certains services du ministère. C'est un projet. Et ils ont fait le repos biologique avec les alliés de Côte d'Ivoire que nous sommes. Il y a le bilan du repos biologique qui est là. C'est nous le bras opérationnel du ministère. On a fait avec brio le repos biologique avec les moyens de bord. Oui, mais c'est nous, on a sensibilisé les pêcheurs. Quand je me retrouve avec quelqu'un, on a mis les moyens pour sensibiliser les pêcheurs. C'est quel décret qui me reconnaît pour qu'ils s'assoient là pour parler interpêche? Vous parlez de décret. Parce qu'ils l'ont pris comme trophée pour présenter sur des tableaux pour dire non, que interpêche. Ça parle de quoi? J'ai dit. Non, mais moi, c'est pour moi. Vous avez un décret, vous. On peut se calmer. Les alliés de Côte d'Ivoire, vous avez un décret. Je suis un fonctionnaire. C'est pas moi qui donne les décrets. Nous, on ne sait pas comment le syndicat fonctionne. Ne venez pas jouer la comédie, c'est un plateau. Venez parler de pêche illégale, vous venez régler des problèmes de personnes. Monsieur Koulibaly. La Côte d'Ivoire nous regarde. Monsieur Adou, monsieur Koulibaly dit que lui, c'est la première fois qu'il attend que quelqu'un qui n'a pas payé de licence a accès à nos eaux. Il dit que c'est la première fois, que c'est faux. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est difficile d'échanger avec lui. Parce qu'au même moment qu'il veut définir la pêche INN, qui inclut ce qu'il vient de dire, il dit que c'est la première fois qu'il entend. Donc il veut parler de quelle pêche INN? Parce que cette pratique-là fait partie de la pêche INN. Je vais vous donner des preuves. Je vais vous dire en réalité qu'est-ce qu'il dit est faux. Ok, allez-y. Voilà. Vous savez, il veut vilipender, il veut discréditer notre organisation avec laquelle il n'est pas en relation, avec laquelle il n'a rien à voir.
Mais en réalité, ceux qui le pompent là, eux-mêmes, ils sont membres de notre organisation et ils sont sur ce plateau. Ceux qui le pompent, c'est-à-dire? Oui, il y a des gens ici qui le pompent, mais ça, je vais revenir là-dessus. Non, ça veut dire quoi, ils le pompent, c'est-à-dire? Oui, qui le manipule. Ah, ok, d'accord. Sinon, il ne sait même pas de quoi il parle. Maintenant, quand je dis que je ne suis pas d'accord du fait qu'on dise qu'il y a des bateaux qui vont faire la pêche, qui n'ont pas d'autorisation, je vous explique 2 cas. Le monsieur, il a parlé de BPE tout de suite. BPE est une compagnie française qui est située juste à la sortie ici. Récemment, le directeur des pêches a refusé de signer une autorisation d'exportation de poissons pêchés dans nos eaux parce qu'il ne connaissait pas les origines de ces poissons-là. Monsieur Bertrand, qui est le dirigeant de la société, n'a pas fourni les licences pour les bateaux sur lesquels il a acheté le poisson pour pouvoir faire l'exportation. Ça veut dire que l'État de Côte d'Ivoire joue son rôle quelque part. Moi, ce n'est pas au ministère que j'ai appris cela. On a été saisi en tant qu'organisation parce que BPE est membre de notre organisation. Et par 2 fois, nous sommes allés aux informations auprès du directeur des pêches qui nous a fait comprendre qu'il s'agit d'un problème nutritionnel. Et on ne peut pas permettre qu'un poisson dont on ne maîtrise pas l'origine puisse aller vers l'Europe ou sur notre marché. Mais les gens travaillent. Il ne faut pas venir vilipender les gens comme sinon ils ne faisaient rien. Il ne faudrait pas qu'ils vilipendent notre organisation parce qu'on est là pour parler de pêche illégale, de pêche non déclarée, de pêche, comment on appelle ça, de pêche illicite. Monsieur Koulibaly, ok, je vous ai compris. Alors, monsieur Adou, quand vous êtes venu sur ce plateau, en introduction, vous avez avant tout propos dit merci au chef de l'État. On ne dit pas merci à un chef d'État s'il ne travaille pas. C'est parce que des actes ont été posés. Vous avez aussi dit merci au ministère du Commerce, votre... ministère de la fonction publique. Et à notre centrale. Et à votre centrale. Alors, d'où vient-il que maintenant, vous dites que non, on ne vous donne pas de moyens, on ne fait pas quoi? C'est quoi le problème? Pour que nous, on puisse bien... Le problème, en parlant de pêche INN, oui, il faut faire référence d'abord au bras, c'est-à-dire qu'à nous, les haliotes, qui sommes le bras opérationnel du ministère des Ressources animales et halieutiques, qui constituons la police des pêches. Alors, on ne peut pas se retrouver sur un plateau, parler du ministère des Ressources animales et halieutiques, et puis faire référence à la Marine nationale qui dépend d'un autre ministère. Et puis faire référence aux affaires maritimes qui dépendent d'un autre ministère. Vous voyez, la seule corporation et la seule organisation, pour ne pas dire corporation, qui dépend du ministère des Ressources animales et halieutiques, et ceux qui sont formés pour gérer la pêche, ce sont les haliotes de Côte d'Ivoire. Bon, moi je me retrouve sur un plateau avec quelqu'un qui parle d'interpêche, qui n'est pas reconnu par le gouvernement. Moi-même, je suis fonctionnaire. Si je continue avec lui, très à l'aise quand il parle de marée. Le débat est important. Alors, M. Adou, vous disiez, par rapport à votre collaboration avec les autorités compétentes? Les autorités compétentes, il faut dire, quand j'étais en train de... vous m'avez demandé pourquoi j'ai dit merci au chef de l'État. Et pendant ce temps, nous évoquons nos soucis. Ça fait partie de la démarche syndicale. Et comme je le dis, nous avons demandé à avoir des moyens pour faire le travail. Et hormis ces moyens, ce que nous sommes, les haliotes de Côte d'Ivoire, a une origine. Et l'origine de ce que nous sommes à la base des agents des eaux et forêts, option haliote. Il faut que je précise cela. Donc, depuis un certain moment, ce que nous demandons aux autorités, c'est de faire le changement d'emploi. Le changement d'emploi constitue de nous reverser dans l'emploi des eaux et forêts, tout simplement, afin qu'on ait les moyens pour faire face à la dangerosité liée à notre métier. Ça, c'est une des solutions que vous proposez? Oui, c'est une plaidoirie, c'est ce que je vous ai dit plus haut, que ça est au niveau de la ministre de la fonction publique pour examen. Ok, nous sommes dans la dernière ligne droite de cette émission. On va quand même faire un tour de table. Je voudrais juste que chacun se prononce sur des propositions de solutions. On sait que le mal est là. Comment on fait pour arrêter l'hémorragie? Ma proposition est la suivante. Il faudrait que le gouvernement veille à l'activité de photon au port de pêche. Parce que ça dure depuis près de 3 ans que nous ne travaillons pas. Le circuit de distribution et de commercialisation du photon n'est pas respecté. Les mêmes grossistes qui débattent les bateaux, c'est eux qui détiennent les chambres froides en ville. Et aujourd'hui, le décret du président de la République plafonnant le kilogramme du thon est biaisé
est même violée par ces acteurs-là, qui fait que le produit devient cher sur le marché. Nous avons eu depuis le 9 janvier passé, le Sénégal qui s'est aligné sur le prix de plafonnement de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que la signature du décret du président de la République n'est pas un chiffon. Aussi, l'organisation interprofessionnelle censée régler les problèmes de la filière a été biaisée, orchestrée par le cabinet du MIRA, et nous demandons que cette organisation soit suspendue pure et simple afin de réorganiser les choses pour que nous puissions travailler pour le bonheur de la Côte d'Ivoire et de nos familles. Monsieur Adou, on va finir par vous, avant de conclure avec Monsieur Koulibaly. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose? Je voulais, comme vous dites que vous allez finir avec nous, je voulais préciser que nous lançons un appel au chef de l'État. Dit simplement que nous faisons rentrer énormément d'argent, des milliards qui sont versés, comme ils ont dit les mariés eux-mêmes, au niveau de Sicosav. Et on souhaiterait que des arrêtés et des décrets soient pris pour organiser ce milieu. Et plus nous sommes dans un état de droit, il ne serait pas intéressant. On retrouve des aliotes avec qui nous avons fait la formation, qui se retrouvent dans l'emploi des eaux et forêts, pendant que nous autres, dans la grande masse, nous nous retrouvons au ministère des Ressources animales et halieutiques et on n'a pas le même traitement avec nos collègues avec qui on a fait la formation. Donc on demande à l'État de passer effectivement, comme cette mesure est faisable, ça a été pour nos collègues qui sont dans l'emploi des eaux et forêts, de le faire pour tous les aliotes de Côte d'Ivoire afin de leur donner les moyens de faire face à la dangerosité de ce métier. Et nous voulons le changement d'emploi qui constitue simplement parce que pour vous, tout ceci va contribuer donc... Ça met fin à toute cette affaire de pêche illégale, pêche illicite, pêche non réglementée. D'accord. Merci. Organiser le bras opérationnel du ministère qui est la police de pêche met fin à tout ça. Okay. Mais le plus facile, ce qui est facile de faire, c'est de ramener les aliotes de Côte d'Ivoire dans l'emploi des eaux et forêts afin de permettre à ce bras opérationnel-là de faire le boulot convenablement. En guise de conclusion, qu'est-ce que vous avez retenu de ce débat et quel est votre mot de fin? Ce que je retiens de ce débat, c'est qu'il était le bienvenu pour éclairer la lanterne des Ivoiriens. Le décret de plafonnement dont parlent certaines personnes ici, on est tous allés à l'école. Le président de la République a pris un décret et les décrets de plafonnement sont sur un temps. Le décret partait du 22 décembre 2021 au 22 juin 2022. Lorsque l'État de Côte d'Ivoire a vu que c'était arrivé à échéance, ils n'ont pas reconduit le plafonnement. Pourquoi? Parce que, tout simplement, les informations qui avaient été données, non, c'est l'éducation de chacun qui l'exprime ici, ce n'est pas un problème, allons-y. Voilà. Ce qu'on t'a appris à la maison, là, c'est ça que tu mets ici. Moi, je suis allé à l'école pour ça. Du coup... S'il vous plaît, cher ami. Du coup... Cher ami, je vous respecte beaucoup. Non, je ne vous autorise même pas à traiter de menteur un de mes invités. Je vous l'interdis complètement. Allons-y, voilà. Allons-y. Allez-y. Le décret de plafonnement partait du 22 décembre 2021 au 22 juin 2022. À partir du 22 juin 2022, l'État de Côte d'Ivoire n'a plus reconduit ce décret-là parce que c'était basé sur des informations erronées. Pourquoi je dis que c'était erroné? Au moment où on plafonnait le prix du thon à 400 francs à Côte d'Ivoire ici, c'était à 760 francs au Sénégal. C'était à 750 francs au Ghana. Et les amateurs, figurez-vous bien qu'en son temps, avant le plafonnement en question, la Côte d'Ivoire avait une quarantaine de tonniers qui débarquaient ici. Mais renseignez-vous, à ce jour, il y a combien de tonniers qui viennent débarquer ici? Il y en a 9. Où sont partis les autres tonniers? Le décret a porté un préjudice à l'ensemble des importateurs. La Côte d'Ivoire, n'ayant aucun tonnier, ne pouvait pas, dans aucune partie du monde, le prix du thon se trouve être plafonné. Dans aucune partie du monde. Je vous le dis. Et je lance un défi à quiconque pouvant produire des preuves dans ce sens, pour dire que dans tel pays, voici le prix.
Ok. Non, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Lorsque... On est presque à la fin, monsieur Koulibaly. D'accord. Bon, je vais finir par ça. Apportez-nous les preuves. Donnez-moi le document là. Apportez-nous les preuves. Donnez-moi le document. Voilà. Apportez-nous les preuves. Ça vient du Sénégal, hein, c'est le 9 janvier 2027. Le 9 janvier 2027. Je n'aurai pas le temps de lire parce que ça fait plusieurs pages à la fois. Moi, je peux vous dire. Non, vous dites on n'a pas le temps. Vous n'allez pas lire un document de 4 pages pendant que moi, je n'ai pas fini de parler. Ok, d'accord. On est d'accord? Monsieur Koulibaly. Voilà. Pendant que je n'ai pas fini de parler. Je suis entièrement d'accord avec vous. Voilà. Donc, si je peux me permettre de lire un document de 4 pages et que je vous interdis de vous exprimer, c'est qu'il y a problème. Et il faut absolument que vous puissiez conclure maintenant. Merci. Voilà. Il faut que j'arrive à conclure pour dire oui. que la base du commerce, c'est la confiance. Lorsque quelqu'un vient te donner sa marchandise, c'est parce qu'il a confiance en toi. S'il te donne un crédit, bien sûr, parce que la plupart des opérateurs, à plus de 90%, dans le port de pêche où nous nous trouvons, personne n'achète la marchandise cash. Tout le monde prend un crédit. Ok, M. Koulibaly. Oui. Tout le monde prend un crédit. Le mot de fin. Le mot de fin, je voudrais remercier Live TV de nous avoir donné l'opportunité d'expliquer, d'éclairer la lanterne des Ivoiriens sur la question de la pêche illicite, de la pêche illégale, parce que c'est de ça qu'on est venu parler ici. Pour tout ce qui est des extrapolations, des déviations, je pense que ce serait mieux que cela fasse l'objet d'un débat de façon spécifique, parce qu'on n'est pas venu ici pour parler d'autre chose que de pêche illicite. Merci M. Koulibaly, merci M. Adou, merci aux uns et aux autres. On aurait bien voulu... Non, les invités, ce sont eux. On vous a donné le micro, je vous ai demandé de faire une proposition. Non, oui, voilà, on en a fini et je pense que la démocratie a été respectée tout au long de ce débat. Merci. Tout le mal que je vous souhaite, M. Adou, est que demain, déjà, M. Koulibaly dit que lui demande à l'État qu'on vous vienne en aide. C'est déjà une bonne chose. Que sur ce plateau, déjà, il y ait une volonté de pouvoir dissiper les malentendus et qu'une solution soit trouvée. Parce qu'en réalité, c'est qui le perdant? C'est l'État de Côte d'Ivoire. C'est la population. Et c'est la population. C'est la population. Donc, ces gens-là ne vont pas mener une activité illégale dans notre pays et nous allons perdre notre temps et notre énergie dans des palabres inutiles. Merci. Vaut mieux se mettre ensemble et les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement. Merci. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas au stade où elle est aujourd'hui là, si on s'était amusé avec des gens qui ne respectent aucune loi. Je vous remercie infiniment d'être venu participer donc à ce débat. On se retrouve dimanche prochain sur notre débat. Vous avez vu, le débat était chaud, même ça se sent sur nos visages. On se retrouve dimanche prochain. À bientôt.